Merci d'être resté avec nous. C'est une maladie silencieuse, trop souvent dépistée tardivement. Aujourd'hui, dans Allo Docteur, on va parler du cancer du pancréas. Avec environ 10 000 nouveaux cas en France chaque année, ce cancer est relativement rare, mais néanmoins très agressif. Et si le taux de mortalité reste conséquent, il ne faut toutefois pas perdre espoir, parce que ces dernières années, d'importants progrès thérapeutiques ont été réalisés. On va déjà vous situer cet organe et vous allez comprendre pourquoi il est souvent tardivement diagnostiqué, parce qu'il est relativement enfoui à l'intérieur de l'abdomen. Regardez ici, vous avez là le foie qui est ici, dessous la vésicule biliaire. Vous devinez là, ici, là, vous avez l'estomac, les gros vaisseaux, et c'est ça, c'est cet organe-là qui est ici, ce pancréas, qui a une forme allongée avec plusieurs parties où peuvent survenir des cancers. Alors c'est une glande qui a deux fonctions. Une première partie qui regroupe des cellules spécialisées dans la synthèse d'enzymes nécessaires à la digestion des graisses. On parlait des autres, alors. Et puis une deuxième partie qui regroupe des cellules qui produisent l'insuline, vous savez, dont le rôle est indispensable à la régulation du taux de sucre dans le sang. Alors l'atteinte des cellules qui produisent des enzymes va perturber toute la digestion, et quand ce sont les cellules qui sécrètent l'insuline, eh bien on va avoir des problèmes de diabète. Alors vous allez voir une tumeur ici, on va vous faire des repères un petit peu. Donc c'est vu d'en dessous, on a ici le foie, le côté droit, ici un rein, la vertèbre, donc ici c'est derrière. Le pancréas, il est là, et vous voyez cette grosse boule ici, eh bien c'est une tumeur du pancréas qui peut bien sûr rester localisée, mais qui peut, comme tout cancer, envahir aussi les tissus avoisinants. Alors ce qui peut se passer aussi, vous allez le voir, vous allez voir pourquoi. Je sais pas, j'ai un doigt qui marche pas bien. Oui, il marche pas bien. C'est parce qu'il m'a pas vu depuis longtemps. Hein ? Vous avez ici le pancréas en jaune, vous avez ici la vésicule biliaire et les voies biliaires, et vous allez voir pourquoi il peut aussi y avoir des problèmes biliaires. C'est parce que quand une tumeur se développe dans le pancréas, eh bien, elle peut entraîner un blocage de l'évacuation du suc pancréatique, mais également des voies biliaires. Ça peut se traduire par un ictère, et puis ça peut se traduire aussi par des démangeaisons un petit peu sur tout le corps et des douleurs. Une jaunisse, c'est ça même. Et puis voilà, pour bien comprendre encore, on reprend ce schéma. Vous voyez, si le cancer vient comprimer à un endroit quelconque l'estomac ou la partie initiale de l'intestin qu'on appelle le duodénum, eh bien la personne peut avoir des nausées, manquer d'appétit, maigrir vite, mais c'est pas très spécifique, donc on n'y pense pas toujours forcément. À quels symptômes faut-il être attentif? Quel traitement donne de bons résultats? Où en est la recherche? Pour répondre à toutes vos questions, le professeur Michel Ducreux, qui dirige le service de cancérologie digestive de Gustave Roussy à Villejuif. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, Joël Fisseux. Bonjour Joël. Bonjour. Alors on vous connaît au magazine parce qu'on avait déjà tourné avec vous concernant votre bien. maladie. Alors on va reprendre l'histoire. C'est en 2004 que tout a commencé. Ah oui, tout a commencé par une pancréatite, brutalement. Donc des douleurs très importantes. Très importantes. Pancréatite aiguë, hôpital, et bon, soigner la pancréatite. Et puis 2 mois après, quand la pancréatite s'est calmée, on a fait tous les examens nécessaires, d'où on décèle une tumeur, mais normalement non cancéreuse. Alors juste pour préciser, la pancréatite, donc c'est une inflammation du pancréas qui peut avoir différentes causes. On avait dit quoi pour vous? On savait d'où elle venait? On voulait absolument me faire dire que je buvais. Ça peut être lié effectivement à l'alcool, ça peut être lié à des calculs rénaux, à des calculs biliaires. Vous n'avez pas voulu le dire. Non. D'accord. On voulait absolument me faire dire, mais ce n'était pas la cause. Et bon, ils ont découvert bien sûr une tumeur, mais qui, après des prélèvements, était bénigne. Donc, on a laissé tel que. On l'a pas enlevé, on l'a laissé. On l'a laissé tel que. Deuxième pancréatite le 29 janvier 2005. Donc, deuxième pancréatite. Et là, on a mis en cause ma vésicule biliaire. Donc, on a opéré la vésicule biliaire au mois de février, et on a dit que tout se calmerait, que la tumeur allait se noyer dans la nécrose du pancréas, et plus de problème. Et alors, mois de septembre, eh bien, la gratouille, comme vous dites, des démangeaisons, enfin, etc. J'avais un empoisonnement du sang parce que la tumeur avait grossi et a bloqué les voies biliaires et le canal du cholédoque, ça bloquait tout, d'où cet empoisonnement du sang que j'ai fait, et d'où à nouveau des examens, une petite opération qui a permis de faire s'écouler donc la bile. Et puis de là, examen et
Et là, on a dit, ça y est, c'est cancer. C'est cancer. Alors, on va voir comment on vous a traité, juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, on a bien parlé du cancer du pancréas, on a évoqué la pancréatite. Est-ce qu'il y a forcément un lien entre les deux? Est-ce que ça peut commencer par une pancréatite et révéler un cancer, ou en fait, c'est déjà la manifestation? Non, c'est la pancréatite, c'est un mode de révélation classique du cancer du pancréas qui bloque le canal que vous avez bien montré, qui est le canal principal du pancréas. Et quand il est bloqué, à ce moment-là, les enzymes ont tendance à se régurgiter en quelque sorte et ça donne la pancréatite. Donc c'est un signe classique et on recherche toujours un cancer du pancréas comme cause habituelle de pancréatite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous n'avez pas le dossier dans les mains, mais une pancréatite, une deuxième. Oui, j'imagine que sur les premiers examens n'étaient pas parfaitement. Il faut savoir qu'on a beaucoup progressé aussi en imagerie, donc et on va le voir. C'est maintenant un petit peu plus clair de faire le diagnostic, en particulier l'IRM, l'échoendoscopie, tout ça, ça a pas mal progressé. Alors, on va répondre à quelques questions, puis on reviendra à votre histoire. Le cancer du pancréas est-il dû essentiellement à l'abus d'alcool? On l'a vu, ce n'était pas votre cas. Enfin, elle ne voulait pas le dire. On ne peut pas dire pas du tout. C'est-à-dire que l'alcool favorise la survenue de cancer du pancréas comme de plein d'autres cancers, mais c'est un tout petit facteur favorisant. Et il y a plein de gens qui ne boivent pas une goutte d'alcool qui ont malheureusement le cancer du pancréas. Est-ce qu'une pancréatite chronique qui a été décelée chez mon mari, une pancréatite chronique a été décelée chez mon mari il y a 8 mois, il avait arrêté l'alcool, il en consomme à nouveau, que risque-t-il? Demande Patricia. Alors, ce n'est pas une question qui est directement liée au cancer du pancréas, c'est lié à la pancréatite chronique. La pancréatite chronique, c'est une maladie sévère, c'est un pancréas qui ne fonctionne plus et vraiment, c'est une espèce d'allergie. Il faut mettre les patients en situation d'allergie à l'alcool. C'est pas bien, pas bon pour son pancréas de continuer à boire de l'alcool quand on a une pancréatite chronique, c'est dangereux. D'accord. L'alimentation est-elle importante pour éviter le cancer du pancréas? Demande Anne. Alors, il y a des facteurs alimentaires qui sont les facteurs alimentaires habituels. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand on mange beaucoup de légumes, très peu de graisse, on est sûr d'être dans la bonne voie. Voilà, c'est bon pour tout, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour... Essentiellement graisse animale ou pas? Essentiellement graisse animale, c'est ça. Il vaut mieux... Les régimes idéaux à l'heure actuelle, on considère d'un point de vue pré-cancéreux, c'est le poisson et les légumes. Ça, c'est très bien. Magali a perdu son mari d'un cancer du pancréas. Elle demande si ses 3 fils doivent se faire dépister. S'il y a quelque chose, s'il y a une malformation, s'il y avait déjà une lésion ou pas, ou de toute façon? Alors, il y a de rares familles de cancer du pancréas, donc il faut regarder un petit peu le dossier dans le détail. La réponse n'est pas forcément non, elle est rarement oui, parce que ces familles sont très rares. Mais est-ce que, comme pour certaines maladies du côlon, il y a des tumeurs bénignes familiales qui évoluent, qui dégénèrent en cancer ou pas? Non, c'est véritablement un gène de prédisposition qui fait que les gens vont présenter un cancer du pancréas. Vous avez eu plusieurs cancers du pancréas dans votre famille? Mon frère a eu un cancer du pancréas en 98 et il est décédé en 8 mois. Et mon père a eu, mais je pense que c'est plutôt, ça a commencé par le poumon, mon père est décédé d'un cancer poumon, foie, pancréas. Mais était un fumeur invétéré. Donc c'est peut-être le poumon, effectivement. Voilà. Est-ce que les causes du cancer du pancréas peuvent être d'origine environnementale? Est-ce qu'il y a des régions de France plus touchées que d'autres? Alors non, le gradient en France n'est pas particulièrement spécifique d'une éventuelle toxicité particulière. Alors en ce qui concerne des toxiques de notre alimentation ou des toxiques environnementaux, pour l'instant on ne sait absolument pas. C'est difficile. Il y a un certain nombre de composés dont on sait qu'ils peuvent être toxiques, certains basoïdes, etc. Mais c'est assez exceptionnel comme cause. Quels examens permettent de poser le diagnostic de cancer du pancréas? Au cours d'un scanner ou d'une échographie, il arrive que des lésions suspectes soient repérées dans le pancréas. Pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer, un examen plus précis doit être réalisé, ce qu'on appelle une écho-endoscopie. Reportage Nikita Matras, Vincent Barral. Lorsqu'une masse suspecte est détectée dans le pancréas d'un patient, les médecins peuvent avoir recours à un examen appelé écho-endoscopie. Il est réalisé sous anesthésie générale. Le principe, on descend dans l'estomac. Ça, c'est la partie endoscopique de l'examen, où on se met à travers l'estomac pour bien visualiser le pancréas. L'appareil réalise alors une échographie du pancréas à travers la paroi de l'estomac. Voilà le pancréas ici, et son petit canal ici. Et ça, ce sont les vaisseaux qui sont autour du pancréas. Le but de l'examen est d'examiner le pancréas au plus près, dans la mesure où sur une imagerie en couple, que ce soit une échographie ou un scanner, il y avait une petite dilatation du canal du pancréas. Donc le principe est d'aller plus près avec l'imagerie pour voir est-ce qu'il y a une petite tumeur ou non, ou est-ce qu'il y a des signes inquiétants au niveau de cette dilatation. Pour ce patient, la lésion repérée s'avère finalement être un kyste bénin. L'intervention s'arrête là. Lorsque la masse détectée est suspecte, comme pour cette patiente, l'opération se poursuit avec un prélèvement. On peut amener une aiguille sous contrôle échographique dans la lésion du pancréas pour arriver à voir
la nature exacte de la tumeur. On a la lésion qui est ici et l'aiguille est au centre. Et on va commencer à faire des mouvements d'aller-retour. Cette technique constitue une avancée considérable. On faisait des ponctions, mais des aiguilles très très longues, à travers l'abdomen, à travers les organes, au niveau du pancréas, ce qui n'était pas si facile que ça, même parfois impossible dans certains endroits. Et grâce à l'échonoscopie, on a pu accéder maintenant à toutes les parties du pancréas. Une fois ponctionnés, les fragments sont poussés à l'aide d'une seringue remplie d'air dans un tube. Ils sont fixés dans un liquide particulier pour pouvoir faire une analyse histologique sous microscope pour savoir quel est le type de cellules et quel est le type de tumeur qu'on a prélevé. Si la masse repérée s'avère cancéreuse, les résultats de ces analyses permettront de mettre rapidement en place un traitement adapté. Alors un traitement adapté, donc on vous a dit que votre tumeur n'était pas opérable d'emblée parce qu'elle était trop grosse, c'est ça? C'était trop grosse. Et donc il fallait commencer par la chimio? Et la chimio et la radiothérapie. D'accord. Donc j'ai commencé par 25 séances de radiothérapie, soit 5 jours par semaine, plus une séance de chimiothérapie par semaine. Que vous avez à peu près bien supporté ou pas? Dans l'ensemble, j'ai bien supporté. Et c'est vrai que le cancérologue m'avait dit... je peux vous proposer 2 chimios, une chimio qui a fait ses preuves, normale, qui a fait déjà ses preuves, ou une chimio qui fait des miracles. À vous de choisir. Alors j'ai choisi la chimio qui faisait des miracles et voilà. Effectivement. Et donc on a pu opérer après, parce que la tumeur avait régressé? Oui, on a un mois d'arrêt. Après la chimio, on attend un mois de repos. Et ensuite, j'ai été opérée donc, avec succès de cette tumeur du pancréas. Mon père de 73 ans a une tumeur au pancréas et redoute la chimio. Peut-on s'en passer pour ce cancer? Demandait Louise. Ça, c'est vraiment exceptionnel qu'on puisse se passer de la chimiothérapie dans le traitement du cancer du pancréas. La seule exception, et encore, c'est d'avoir une toute petite tumeur. Mais en général, on fait de la chimiothérapie après la chirurgie pour compléter l'acte chirurgical. Donc je dirais vraiment, traiter un cancer du pancréas sans chimiothérapie, je ne sais pas faire. On parle de la radiothérapie. Est-elle indiquée en cas de cancer du pancréas? Dans quel cas on utilise la radiothérapie? Alors en général, on l'utilise dans le cas de madame, c'est-à-dire en complément de la chimiothérapie, ce qu'on appelle nous en néoadjuvance, c'est-à-dire avant un geste chirurgical, de façon à obtenir un effet sur la maladie pour pouvoir ensuite la retirer dans de meilleures conditions. Avec une radiothérapie avant, vous n'avez pas des tissus qui sont très abîmés et difficiles à opérer? Eh bien non, paradoxalement non, parce que ça fixe un peu les tissus et ça aide un peu le chirurgien à faire des anastomoses, en fait, la radiothérapie dans certains cas, en tout cas dans le cas des interventions sur le cancer du pancréas. D'accord. Et c'est vrai que la douleur nocturne en position allongée est un signe du cancer de la queue du pancréas. Christine, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur là. Oui, je pense qu'il n'y a pas de signes caractéristiques et c'est malheureusement le problème de cette maladie. C'est-à-dire que si on avait des signes très particuliers qui nous permettent de penser immédiatement à cette maladie, ce serait beaucoup plus simple. Non, la douleur caractéristique de cancer du pancréas, c'est une douleur qui fait mal, qui traverse le ventre et pour laquelle on est obligé d'être penché en avant pour avoir ce qu'on appelle un effet antalique et qui est calmé au début par l'aspirine et puis après... Dans quel cas est-on amené à opérer le pancréas pour en retirer les tumeurs? On va voir ça tout de suite avec quelques images. Quand une tumeur bénigne est détectée dans le pancréas, une opération est parfois nécessaire afin d'éviter qu'elle ne dégénère éventuellement. On va voir un extrait. Attention quand même aux images. L'intervention est réalisée sous cœlioscopie, c'est-à-dire sans ouvrir complètement l'abdomen et sous contrôle d'une microcaméra. Le pancréas est un organe difficile d'accès, vous l'avez vu tout à l'heure avec les schémas. Pour l'atteindre, le chirurgien doit couper les membranes qui maintiennent les viscères entre elles. Une fois le pancréas repéré, le chirurgien va mesurer précisément la taille de la tumeur grâce à un appareil d'échographie interne et puis il découpe la partie malade, va la mettre dans un sac étanche, voilà, et la tumeur ensuite est analysée en laboratoire. Une question, j'ai subi une pancréatectomie, c'est-à-dire on enlève une partie de l'estomac, du pancréas, l'estomac, 2,5 cm, mais précancéreuse. Est-ce que ça peut revenir sur une autre partie du pancréas qu'on a montré là, la queue du pancréas, qui est donc tout au bout, demande Elisabeth? Il est très difficile de répondre à cette question sans savoir comment était le pancréas adjacent et sans avoir des éléments un peu plus précis sur la nature de la tumeur bénigne qui a été enlevée. De toute façon, il vaut mieux surveiller, oui, tout à fait. Où en sont les essais d'immunothérapie dans le cancer du pancréas? C'est une bonne question. Alors l'immunothérapie telle qu'elle est utilisée dans le traitement du mélanome par exemple ou du cancer du poumon ne fonctionne pas bien dans le cancer du pancréas malheureusement.
Probablement parce qu'il y a des barrières extrêmement importantes de ce qu'on appelle le stroma, c'est-à-dire il y a des cellules fibreuses qui entourent la tumeur elle-même et qui la protègent en fait de l'agression que peut représenter la chimiothérapie et l'immunothérapie. Donc il faut qu'on avance encore. Probablement on pourra avoir des résultats dans ce domaine. On a des vaccins qui sont plutôt un petit peu plus prometteurs. Il faudra avoir des drogues qui se battent contre cette espèce de gang qui entoure la tumeur et permettent ensuite à l'immunothérapie de rentrer à l'intérieur de la tumeur. Et là, on aura peut-être des résultats. En tout cas, il y a des pistes intéressantes à l'heure actuelle. Donc 2006, l'opération. On vous a enlevé la tumeur des ganglions. Il y en a un qui s'est montré positif, donc on a refait chimiothérapie et radiothérapie. Oui. Et puis, tout allait bien. Jusqu'en 2008. 2008, eh bien, au contrôle du scanner, comme tous les 4 mois, je passais un scanner. Ils se sont aperçus que j'avais une petite tache au poumon. Et donc, eh bien, après un TEP scanner, c'est avéré que c'était une tumeur cancéreuse. Mais au départ, donc, j'ai été voir le professeur à Marseille, le professeur Thomas à Marseille, qui pensait que je développais un deuxième cancer. On a le droit. Et en fait, après analyse, c'était bien une métastase du cancer du pancréas. Et donc on a enlevé la métastase. Alors, comme le professeur Thomas pensait que c'était un deuxième cancer, il m'a carrément enlevé le lobe du milieu, le lobe droit du milieu, pour être sûr de tout enlever. D'accord. Donc ça va, rechimio et tout allait bien jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011, eh bien en 2011, pareil, suite à un contrôle, 2 petites taches au foie et c'était le scanner bien sûr et encore qui décèle une tumeur cancéreuse. Et donc là, je suis retournée voir le professeur Moutardier parce que bon, le cancérologue pensait à une opération, mais le professeur Moutardier a demandé d'abord une chimiothérapie. Et donc j'ai refait encore, je ne sais plus, 2 ou 3 mois de chimiothérapie. Et ensuite, ça a marché. J'ai été opérée quand même du foie. D'accord. Et j'ai fait aussi une chimiothérapie après. On est là donc à 7 ans après le début de la maladie. C'est vrai qu'on dit souvent pour beaucoup de cancers qu'à 5 ans, on peut considérer qu'il y a une guérison. Pas pour d'autres cancers comme le cancer du sein qui peut récidiver ou métastaser très tard. C'est pareil pour le cancer du pancréas. On a des métastases tardives de ce cancer? Oh non, parce que c'est vraiment un cancer qui, comme vous l'avez dit, est assez agressif. Donc en fait, les récidives, on les voit dans les 2-3 ans qui suivent le diagnostic et le traitement de la maladie. Donc à 5 ans, vraiment, je pense qu'on peut être assez tranquille. Bon, il n'y a que vous, hein, c'est comme ça. Un cancer du pancréas a été diagnostiqué en juin à ma maman de 86 ans. Elle va encore bien. Existe-t-il une forme non agressive, demande Nadine. Alors il y a une chimiothérapie qui est une chimiothérapie classiquement utilisée dans le cancer du pancréas qui s'appelle la gemcitabine, qui est une molécule qui est assez bien supportée. Moi j'avoue que je la prescris parfois à des patients de cet âge-là. Donc évidemment il faut toujours évaluer ce qu'on appelle des scores d'oncogériatrie, c'est-à-dire que cette patiente soit évaluée par un médecin qui a l'habitude de traiter des personnes âgées, mais ça peut se discuter, oui. Julie demande quel est le lien entre diabète et cancer du pancréas. Alors c'est un lien double, c'est-à-dire que le fait d'être diabétique augmente le risque d'avoir un cancer du pancréas. Et le diabète, comme vous l'avez dit, est un signe de survenue du cancer du pancréas. C'est-à-dire que quand la glande est soit bloquée dans sa fonction par la tumeur elle-même, soit en grande partie envahie, à ce moment-là, elle sécrète plus suffisamment d'insuline pour contrôler la glycémie, ça donne le diabète. Ça veut dire que les diabétiques sont plus surveillés quand même pour un risque survenu du cancer du pancréas? Ah oui, il faut surveiller les diabétiques au niveau du pancréas. D'accord. Le diagnostic du cancer du pancréas est souvent tardif. Pour améliorer le dépistage, plusieurs pistes de recherche sont actuellement à l'étude. À Toulouse, une équipe de chercheurs développe un système de micro-puces électroniques qui pourrait d'ici quelques années devenir un outil de détection intéressant. Nikita Matras, Vincent Barral. Faciliter le diagnostic du cancer du pancréas grâce aux nouvelles technologies. Voilà l'objectif de cette équipe de chercheurs. Et pour cela, il suffit d'un peu de sang ou de salive. Ce sont des échantillons qui proviennent de patients. On sait que ces échantillons contiennent des marqueurs biologiques qui vont permettre de nous indiquer la présence d'un cancer ou son évolution. Les échantillons sont ensuite déposés sur cette micropuce, un concentré de technologie qui, à terme, serait capable de dépister le cancer du pancréas. Sur ces micropuces, il y a des micromembranes qui vont vibrer à une fréquence de résonance. Et quand on va amener sur cette puce une goutte de salive, par exemple, et si cette goutte de salive contient des molécules cibles impliquées dans le cancer du pancréas, la fréquence de vibration de la micromembrane va changer. Cette micropuce est encore à l'état de prototype. Les résultats ne sont pas encore optimaux et la technologie doit être améliorée, mais il s'agit d'une voie d'avenir. Dans le cas précis du cancer du pancréas, nos dispositifs et nos technologies
pourrait permettre de démocratiser le diagnostic en offrant des capteurs qui soient bas coût, qui permettent de faire des analyses beaucoup plus rapides et avec des performances accrues par rapport à ce qu'il y a en ce moment dans le domaine biomédical. Objectif ultime des chercheurs, rendre ce dispositif accessible dans les cabinets médicaux. Un projet qui nécessitera encore quelques années de travail. Ça apporte beaucoup d'espoir, cette recherche? C'est une piste très prometteuse. Évidemment, il faut encore travailler, c'est ce qui est dit dans le reportage. Mais ça, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait changer la vie de nos patients. Oui. On sait qu'en médecine, les check-up, enfin en tout cas dans le public, ne servent à rien parce qu'ils ne sont pas ciblés. Ça ne sert à rien de faire un scanner du corps entier parce qu'on va passer à côté de choses. En revanche, sur un organe comme le pancréas, dont on n'arrête pas de dire qu'il est caché, il est très profond, il est difficile à diagnostiquer, on ne pourrait pas faire un dépistage par une échographie régulière, comme on fait pour la prostate par exemple c'est très difficile parce que l'échographie ne voit pas très bien, l'échographie externe ne voit pas très bien le pancréas, c'est souvent des gaz. Le scanner, c'est un examen radiologique, donc il a sa complexité, puis il ne voit pas les petites tumeurs. C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait trouver des petites tumeurs. À la limite, l'examen le meilleur, ce serait l'IRM. Et aller faire des IRM pancréatiques très régulièrement à toute la population, ça c'est quand même quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on peut envisager, on peut l'envisager sur le plan épidémiologique en se disant que finalement... tant qu'on n'a pas des traitements extraordinairement efficaces, il vaut mieux traiter le plus tôt possible. Je parle pour la société. Oui, mais c'est un cancer très fréquent. C'est pas très fréquent, mais... très fréquent, je ne suis pas sûr. Le problème, c'est d'arriver à faire le diagnostic à un moment où on peut réduire la mortalité. Et je ne suis pas sûr que même sur des petites tumeurs de 1 cm, on a malheureusement encore pas mal de récidives. Donc on se concentre sur les facteurs de risque qu'on connaît, c'est-à-dire les antécédents familiaux, qui sont quand même un tout petit facteur de risque. Il y a les mutations BRCA1, des cancers du sein qui donnent aussi un risque augmenté de cancer du pancréas. Et les familles, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous êtes surveillé à quel rythme maintenant? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Vous avez un PET scan, c'est ça? Vous avez quoi? Non, le PET scan, c'est quand il y a un doute au scanner. Mais tous les 6 mois, je passe un scanner et tous les 6 mois, je vais voir donc le docteur... Voilà. C'est pas grave. Très bien. Du moment que vous allez le voir. Le vôtre qui est parfait. Le cancérologue. Ah, d'accord. Et vous allez bien? Et je vais très bien. Je vais très bien. Comme on a parlé de démangeaison, bien évidemment, tous ceux qui se grattent un petit peu sont inquiets là devant la télé. On nous demande est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce type de démangeaison? Ça, c'est quelque chose qui est connu quand on a la jaunisse, c'est-à-dire que les sels biliaires se déposent en fait dans les tissus sous-cutanés et c'est l'association de la jaunisse, enfin c'est la conséquence de la jaunisse qui donne ces démangeaisons. Donc les gens qui se grattent un peu et qui ne sont pas jaunes, ils n'ont pas le cancer du pancréas. On peut les tranquilliser. On nous demandait s'il y avait des marqueurs de ce cancer. Il y a un marqueur biologique connu qui est le CA19-9 et parfois aussi également l'antigène carcinome embryonnaire. Le problème de ces marqueurs, c'est que ce sont des marqueurs qui peuvent avoir un intérêt dans le suivi de la maladie, strictement aucun intérêt sur le plan diagnostic. Sur le plan diagnostic, on attend les espoirs qu'on a vus dans le reportage. J'ai 39 ans, on vient de me découvrir fortuitement un kyste sur la tête du pancréas. Va-t-il falloir un suivi ou un traitement, Caroline? Alors les kystes, par définition, c'est une sorte de poche d'eau, de liquide en tout cas, et qui est bénin par définition. Mais est-ce que ces kystes peuvent entraîner des tumeurs malignes? Alors, dans le pancréas, il peut y avoir 2 types de kystes en fait. Les faux kystes. 3 types de kystes. Vous voyez, je vous rappelle un petit peu les choses. Oui, non, mais les faux kystes, ce n'est pas des vrais kystes. C'est vrai. Donc en ce qui concerne les vrais kystes, il peut y avoir des kystes séreux et des kystes mucineux. Les kystes séreux ne se cancérisent jamais, les kystes mucineux peuvent se cancériser. Donc quand on a un kyste dans le pancréas, il faut vraiment qu'il soit caractérisé, et en particulier par l'écho-endoscopie qui apporte un certain nombre d'éléments. Parfois on va jusqu'à ponctionner le liquide à l'intérieur du kyste. Donc ça, affaire de spécialiste. Est-ce que... vous avez fait comme tout le monde, quand on vous a diagnostiqué un problème de pancréas, un cancer du pancréas, vous êtes allé sur Internet voir un petit peu? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, non, c'était en 2004. Internet était peut-être pas aussi développé que maintenant, mais pas du tout. J'ai fait confiance. Dès qu'on m'a diagnostiqué le cancer, eh bien, j'ai pris contact avec une amie archère qui faisait du tir à l'arc avec moi, qui travaillait à l'hôpital Nord à Marseille et qui m'a mis en contact immédiatement avec le professeur Moutardier, et de là, ça a été très vite. Très bien, du coup, vous continuez à faire du tir à l'arc et c'est parfait. Et vous avez l'air en pleine forme. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Demain, dans le Docteur, on répondra à vos questions sur la sciatique. Mais on va faire un petit appel à témoins. Vous avez régulièrement des impressions de déjà-vu. Par exemple, quand vous me regardez, vous vous dites, tiens, j'ai déjà vu quelque part. Non, parce que... mais justement, il y a longtemps. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que... oui, ah bah non, il si m'a dit j'avais... quelque chose. Non, mais si j'avais été là la veille, je vous dis pas, mais là, il me dit quelque chose. Ou de déjà vécu, et ça vous intrigue. Vous souhaitez nous raconter certaines de ces impressions. Votre témoignage nous intéresse pour un reportage, sinon je vous en aurais pas parlé. Contactez-nous au 01 58 88 85 21. Ça, j'ai bien fait celui-là. Presque. Passez une très bonne après-midi. On se retrouve demain. Au revoir.